Salut, salut! La vidéo que tu t'apprêtes à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de No Code France. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. Une heure ensemble pour parler Webflow, Notion et No Code de manière générale. Bon, rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, attrape ton thé, ton café et ton jus de goyave et profite du replay. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Première question, comme d'habitude, on ne l'oublie pas. Est-ce que le son fonctionne? C'est le petit crash test de début. Surtout qu'on a un petit peu changé le setup. Du coup, il y a encore plus de risques. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais aussi checker. Salut, salut. Alors, je check. Bon, c'est l'air de passer en tout cas. Ouais, ça a l'air de passer, nickel. Tout est bon pour moi. Bon, bah, nickel ça. Eh ben c'est parti, donc on va partir tranquillement sur un petit live d'une heure qui va parler de Webflow davantage par rapport à la semaine dernière et aussi un peu de Figma. L'idée c'est de faire le pont entre les deux, le lien entre les deux et de voir un petit peu comment on peut voilà, transcrire une maquette Figma en développement Webflow. Donc on va voir mon approche. Il y a évidemment d'autres approches, mais c'est l'approche qui aujourd'hui me satisfait dans tous mes projets. On va parler évidemment donc des autres approches et on terminera avec quelques tips voilà, qui sont un petit peu essentiels, mais souvent on oublie. Et donc là, si ça peut faire un petit reminder, vous notez ça sur votre bloc-notes et comme ça, à chaque fois que vous lancez un projet, vous pensez à faire ça et vous gagnez du temps et vous assurez aussi un petit peu vos arrières parce qu'on va voir, il y a des notions de référencement, tout ça. Bref, je parle, mais là, l'idée, c'est de montrer un peu de concret. Donc, on va se lancer tranquillement sur le projet. Hop, je vérifie que ça tourne bien. Nickel. OK. Alors, pour donner un petit peu un sommaire de ce qu'on va faire, l'idée, c'est de partir donc sur notre design system sur Figma. Donc, soit on a un design system, on a pu créer parce que c'est un de nos projets, soit on a une maquette. Dans ce cas-là, on doit en déduire un design system. On va voir comment faire ça aussi. De ce design system-là, on va créer un style guide dans Webflow. Et avec ce style guide-là, donc on va essayer de comprendre comment on va venir travailler sur notre projet avec des notions de style qui peuvent être importantes. On va avoir des petits rappels. Et puis, on va parler aussi donc des color watch, en fait, je sais pas forcément la transcription française, mais de notre palette de couleurs. On va l'enregistrer, on va avoir nos différents niveaux de texte, on va créer des symboles, on va créer des éléments. Et on va voir que le style guide ne se limite pas forcément qu'au début du projet, et qui va évoluer au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure que l'on va créer des éléments. Donc, on va venir les ajouter dans notre style guide, notre design system. Le style guide, c'est le design system version Webflow, hein, techniquement. Voilà. Tac, 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 je reprends mes notes, c'est tout bon. On est parti. Palette de couleurs, c'est bien. Ouais, donc voilà, c'est ça. C'est le mot facile. Alors, je parle un peu avec le nez. Je suis désolé d'avance. Petit rhume, petit mal, voilà, bref. Style guide basique, sans symbole. On va faire des style guides. En fait, on va démarrer d'une page blanche. On va construire un style guide relativement basique parce qu'on n'a qu'une heure pour le faire. Mais l'idée, c'est de créer quelque chose qui soit sur mesure, qui corresponde au site, à la marque de manière générale. Et ensuite, on va venir y mettre des symboles. Enfin, on va venir y concevoir, par exemple, des systèmes de petites cartes ou autres. Et on va passer ça en symbole pour l'appeler plus rapidement. On va voir que le style guide il va nous permettre de faire des copier-coller du style guide vers une page. Mais si on le retransforme en symbole, on va gagner du temps parce qu'on peut l'appeler notamment avec notre petit raccourci, commande E, commande K. Bon. Eh bien, salut Wetfire Crackers et j'ai du verger, nickel. Si le format te plaît, tu comptes le décliner pour aller plus en détail. Plus en détail, j'en parle forcément dans la formation. Donc j'essaie de faire en sorte que les lives ne viennent pas cannibaliser la formation. Sinon, c'est forcément triste pour les personnes qui ont pris la formation parce qu'évidemment, elles ont tout le contenu et donc si je commence à le donner gratuitement, c'est un peu dommage. Mais l'idée, c'est de montrer un ensemble et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Moi, j'y répondrai sans problème. Et puis, j'ai pas forcément envie de faire des lives de 2 heures. De un, parce que j'aurais pas assez de salive pour 2 heures. Et de deux, parce que ce serait pénible pour vous, je pense, à regarder. Il y a forcément
il y a forcément des personnes qui décrocheraient. Et ouais, je parle du nez. Tu nous vois un peu bizarre. C'est pas habituel, mais je suis moitié malade. Je pense que j'ai attrapé un coup de froid. Mais je suis là. Voilà, je suis là. On peut être là. Je suis un peu balade, exactement. S'il y a un mot qui n'a pas de sens, il faut essayer d'enlever le B et de me remplacer par autre chose. C'est comme ça que ça marchera. Alors, je partage mon écran. Tac, tac, tac. Share screen. Et on va partir avec cet écran. Vous me dites aussi si vous entendez l'ordinateur, parce que du coup, comme je suis avec un nouveau système avec la caméra en face, je dois avouer que le Mac, il galère un peu et il souffle pas mal. Add to stream, yes, c'est comme ça vous voyez mon live. Et n'hésitez pas à me dire aussi, parce que là, du coup, vous voyez ma tête à côté, s'il y a des choses qui sont pas hyper nettes, parce que forcément, là, on stream en 720p, il me semble, parce qu'elles sont toutes petites ou hautes et que vous souhaitez que je passe en plein écran comme ça. Bon, on ne gagne pas énormément, mais si ça rend le truc plus lisible, n'hésitez pas à me dire. Ok, je garde ma tête à côté et je vous ai à droite, comme ça, je peux voir les questions en live. Donc, comme d'hab, la même règle. Vous avez une question, vous la posez direct et moi j'y réponds. Et, voilà, l'idée c'est d'avoir une discussion ensemble. Ok, bon, je vous montre un petit peu le projet en cours, donc qui a un petit peu évolué. Voilà, l'idée c'est que les maquettes elles évoluent aussi en parallèle du live. Donc là, c'est la nouvelle home du prochain Wiki Webflow. Avec une animation pour toute l'interface de Webflow, mais ça, je ne vais pas vous spoiler. Je vous laisserai découvrir ça quand ce sera en ligne. Mais donc, on a voilà, différents éléments et on va venir les analyser pour ensuite en créer ou en déduire un design system. Et comme ça, on aura les deux approches. Lorsque l'on a un design system et lorsque l'on n'a pas de design system. Et donc, forcément, lorsque l'on va par exemple, démarrer d'une maquette qui est déjà faite, pour laquelle il va falloir qu'on détermine les niveaux de titres, par exemple, etc. Exactement, il y aura un peu de 3D en rotate, il y aura un peu de blur, il y aura un peu de tout ça, le tout en vectoriel pour que ce soit rapide, donc un peu de loti, ça va être sympa. On pourra peut-être le faire en live, à voir si c'est pas trop long, ou alors on se fera une session plus longue, voilà, avec du after et after loti et Webflow. Bref, la home, je vous présente très rapidement et après on saute sur le design system pour qu'on ne perde pas de temps parce que je vois qu'il est déjà 16h15, enfin 16h15, ça se dit pas 4h15. Donc un héros classique qui met en avant la recherche, parce que l'idée c'est qu'à la fin de l'année déjà, ou à la fin, il y a beaucoup de références dans ce Wiki Webflow et que vous puissiez chercher rapidement. Les dernières capsules en tendance, une capsule donc c'est sur un tutoriel, hein, c'est un format de tutoriel. Et puis toujours, je vais essayer de pousser un petit peu aussi la formation pour aller plus loin que le Wiki Webflow. Donc les dernières capsules en tendance, donc ça peut être du CMS par exemple. Ensuite, on descend, on a les capsules récentes. Donc ici, on a une sélection des 8 dernières capsules, des 8 derniers tutos. Et puis un bouton ici qui vient nous rediriger vers la page toutes les capsules. On descend. Ici, il faut imaginer que ça vienne un petit peu en sticky. Donc notre scroll s'arrête à ce moment-là. Et lorsque l'on continue à scroller, finalement, l'ensemble ici défile jusqu'à arriver à la dernière carte. Alors il y a, si mes souvenirs sont bons, une douzaine de cartes comme ça. Et donc c'est tous les grandes thématiques, les grands sujets. Et ensuite, on clique dessus et on arrive sur la page du sujet. Ou alors, on veut voir toutes les thématiques. Et dans ce cas-là, on va voir sur on clique sur le bouton. Rien d'exceptionnel. On est sur de l'animation while scrolling in view avec Webflow. On descend. On a ici la phase d'action. Est-ce qu'on veut contribuer et proposer un tutoriel lié à Webflow ou est-ce qu'on veut poser une question? On est bloqué à un moment, on décide de poser une question et ces questions-là sont publiques. Donc, les personnes peuvent créer un tutoriel pour y répondre. Et puis, évidemment, on peut partager sur les différents réseaux. La newsletter qui permet d'être au courant des derniers tutoriels ajoutés, etc. Et lorsqu'on descend ici, on a la présentation marketing de la formation, de Webflow, etc. Je m'attarde pas dessus. Et ensuite, on a le footer. On termine avec le footer. Qui regroupe et les liens du wiki, et les liens de la formation, et les liens des autres formations de no-code. Les formations Bubble de Auto, les formations Zapier, Notion, Glide, etc. de contournement et autres. Bon. Voilà un petit peu la maquette. Donc, lorsque l'on a cette maquette-là, si on n'avait pas de design system, comment on pourrait appréhender pour passer sur Webflow? Eh bien, la première chose, c'est de déjà détecter les niveaux de titres, les différentes couleurs utilisées. C'est les premiers éléments qu'on peut reconnaître facilement. Ensuite, on va avoir les boutons. Donc, c'est des éléments qui peuvent être comment dire,
récupérables rapidement. Et puis, on va avoir ensuite voilà, des petits éléments. On voit par exemple que les cartes, elles ont des variantes ici. Donc là, on est sur une variante comme ceci. On a la variante ici qui est juste un peu plus large. Donc là, ça va dépendre de la grille. Et on a l'aspect en over ici. Si je vous montre un petit peu la grille, hop là, on est sur une grille de 24. Je travaille toujours sur une grille de 24 quand je fais le design. La règle de base, c'est de travailler sur au moins une grille de 12 qui permet de diviser par 4, par 3, par 2, etc. Donc on a une grande flexibilité. La grille de 24, elle a les mêmes diviseurs que 12, sauf qu'on a beaucoup plus de flexibilité. Donc autant là, on est sur une maquette qui est relativement simple, relativement carrée. Donc bon, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais sur un site, par exemple les landings, etc., on peut avoir donc comment dire, une approche très structurée quand même, mais voilà, on est calé sur la maquette, tout ça. Et salut Julien de Code. Et ben, très heureux de revenir en live aussi. Donc voilà, un petit peu la manière de bosser. Donc là, si on reprend la maquette, on détecte tout de suite qu'on a un H1. Hein, on rappelle rapidement, on a 6 niveaux de titres, H1, H2, H3, etc., jusqu'à H6, qui sont grosso modo comme les chapitres d'un livre, les chapitres et les titres. On a le titre du livre, qui est notre H1, on a nos chapitres, qui sont nos H2, et on a nos sous-titres, on va dire, de chapitres, nos sous-chapitres, qui sont nos H3, etc., etc. Dans notre cas, on va jusqu'au H5, donc on va essayer de les trouver maintenant. Donc on a notre H1 ici, on a en dessous ici un titre qui est un H2, on a des intermédiaires pour des plus petits éléments ici, donc des espèces comment dire, c'est pas c'est des sous-catégories, donc je le considère comme un H3. On a là encore un H2, un ici, un H3, H2, H2 ici encore. Et ici, on est simplement sur un texte qui est plus gros. L'idée, c'est pas d'avoir plusieurs H1, on a un seul titre pour un livre, donc on garde qu'un seul H1 par page. Okay, une page égale un livre, donc on a un seul H1, plusieurs chapitres et plusieurs sous-titres, ce que vous voulez. Ok, j'espère que ça c'est clair. Ensuite, en ce qui concerne les couleurs, on voit qu'on est sur un dark mode. Il n'y aura pas de changement, le site est en couleur foncée. Mais on remarque qu'on a un blanc. On remarque qu'on a un fond de couleur qui est noir. C'est pas un noir absolu, ça va avoir la petite variante. On a des gris, donc on a les cartes ici qui sont en gris, et on a des variantes ici, un autre gris qui en réalité n'est pas vraiment un gris, mais un blanc avec une opacité. Donc ça, c'est les couleurs primaires. Ensuite, on va avoir les différentes dégradés qui sont et des dégradés et des couleurs qui vont du vert au violet et qui correspondent en fait aux différents chapitres de la formation et qui donc, correspondent à la difficulté. Et donc ces couleurs-là, on les retrouve dans les ronds qui sont ici en fond, par exemple, qui sont en flou, et on les retrouve ici à droite, donc dans ma palette de styles de Figma. Okay, introduction, fondamentaux, médium, avancé, expert et conclusion. Et on a en plus des dégradés. Alors c'est assez subtil, mais tous les éléments, comme par exemple ici les indicateurs de difficulté, les boutons sont en dégradé. Donc on a 4 dégradés. Il n'y a pas de bouton pour l'introduction, il n'y a pas de bouton pour la conclusion, mais on a des dégradés. Et la couleur principale, même si je n'ai pas envie d'utiliser des dégradés pour tout, la couleur principale du site, c'est le bleu, mais c'est le bleu du dégradé de Medium. Okay, donc dès que je dois mettre un bouton en avant, il sera en couleur, et il sera en couleur Medium. Il n'y a pas plusieurs couleurs, sinon ça donnerait un enfer en termes de UX. L'idée, c'est simplement d'avoir ces boutons-là en surbrillance et les petits indicateurs de difficulté. Un autre point, c'est qu'on a plusieurs niveaux de boutons qu'on va retrouver dans le design system aussi. On a les boutons qui sont les boutons de premier niveau, les boutons donc, qui sont avec 2 barres, une au-dessus, une en dessous, qui sont les boutons principaux, un bouton principal, des boutons principaux, ouais, qui sont ici. Mais ces boutons de premier niveau-là, ils peuvent avoir en effet plusieurs. Il y en a forcément un qui prédomine sur l'autre. Donc, on a toujours un qui est en plein et un qui est en outline. Donc, ça, c'est mes actions les plus importantes. Ensuite, on va avoir les actions secondaires. Okay, donc là, par exemple, sur des petites approches comme ça, on n'est pas sur des actions d'une section, on est sur une action d'un groupe d'éléments dans notre wrapper. Donc ici, on n'a pas les barres. Okay, c'est voire plus, c'est voilà, des sous-actions. Et puis, on va avoir, donc ici, on retrouve mes actions principales. La section capsule récente est la plus importante dans l'écran, donc je l'ai ici, présente ici.
en grand avec mes 2 lignes. OK, et j'ai des boutons d'action, enfin, c'est pas secondaire, parce que pour le coup, secondaire, ce serait cela, mais ce seraient des boutons d'action, en fait, qui sont internes à des éléments. Comme par exemple ici, on a, notre bouton «Découvrir la capsule» qui, est ni un bouton d'action principal, ni un bouton d'action secondaire. C'est un bouton qui est présent dans un environnement, dans un design. Donc ce que je vais voulu faire, c'est qu'il ait un design différent et qui, là encore, voilà, ait un style différent. Donc on a ici les boutons pour les hover et on a ici, parce que les cartes sont plus grands, un bouton démarrer, qui en soi n'est pas techniquement le bouton, la carte complète est cliquable. Voilà. Voilà grosso modo une analyse rapide de cette maquette-là. Et donc, comment ça se retranscrit en design system? Eh ben, si je vais ici, voilà, je me retrouve avec mon premier design system. Je vous ai enlevé les différents éléments annexes pour éviter de vous perdre. Mais en gros, ici, je vais retrouver mes niveaux de titre, H1 jusqu'à H5, les différents niveaux de texte. Alors, j'ai le texte du body, mon texte de base, mes boutons, mes inputs, mes champs, mes formulaires, mes paragraphes, et ce que j'appelle le subtexte, c'est le texte que l'on peut retrouver en dessous de mes H3. Par exemple, j'ai un fonctionnement en ligne ici. Donc, voilà. Lorsqu'on a un H3 et qu'on a un sous-texte de H3, il se présente comme ça. Il est entièrement en gras, en all caps, en fait, en majuscule. Et il est du coup en opacité 30. Donc c'est mon blanc opacité 30. Voilà. J'ai mes boutons de niveau 1. J'ai mes boutons de niveau 2. On n'a pas de bouton de niveau 1 en couleur pleine blanche. On a voilà, les boutons de niveau 2 correspondants et on a des boutons de garde qui sont ici. Ensuite, on a les différentes couleurs, donc les 6 couleurs de formation, de niveau de difficulté en soi. Et ensuite, on a une palette de leur. C'est davantage pour avoir un rendu voilà, de la teinte lorsqu'on va réduire l'opacité. Et donc ici, ce qui a été décidé, c'est que je garde les couleurs à 100%. Et dans tout ça, moi, je m'autorise l'utilisation du 30%. Okay. Si par exemple, il y a une carte que je voudrais qu'il y ait un fond blanc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu dans Notion, lorsque je regarde souvent ici parce que c'est le retour cam, mais en fait, il faut que je regarde. Ça doit être très bizarre pour vous de regarder un gars qui regarde de l'autre côté. Bref, dans Notion, quand vous faites un call-out, vous avez souvent un fond de couleur et par-dessus, vous écrivez avec une couleur, etc. Et ben, techniquement, là, c'est la même approche. On va avoir des éléments, des espèces de call-out fondamentaux. Et donc, on aura cette couleur-là en fond. Et par-dessus, je pourrais réécrire avec un 100%. De même avec mon blanc, mon noir et mon gris. Voilà. Là encore, j'ai sélectionné mes variantes 30%. Et j'ai le dégradé. Et les dégradés, c'est la même chose. Donc là, j'explique le dégradé, qui reprend globalement. Ici, on part des. Donc le 0,3 cc, c'est des fondamentaux. Donc là, on part des fondamentaux et on arrive à médium. On part à médium, on arrive à avancé. Avancé vers expert. Expert vers conclusion. Et ensuite, là encore, je sélectionne mes variantes 3%. Bon, j'ai tout ça. Et j'ai ici des éléments qu'on va pouvoir reprendre. Il faut que je carbure un petit peu. Et on a le droit à un lever de sourcil. Excellent. Bien vu. Donc voilà, je laisse ça ici, mais on va y revenir juste après. Il faudrait que j'avance un petit peu et que j'aille sur Webflow. Bon, sur Webflow, rien d'exceptionnel. Vous faites un nouveau projet. Vous faites un blank site et on verra pourquoi après je ne pars jamais d'un template. Parce que de 1, je suis pas très très fan, et parce que de 2, je suis pas d'accord avec la méthode de conception des templates dans Webflow. Et c'est en majorité à cause de Webflow. Mais on y reviendra après. Comme ça, vous restez jusqu'à la fin. Tout ça, tout ça. Donc, on part d'un projet, on va dire wiki Webflow. Un projet. Alors, dans Webflow, ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va créer une nouvelle page. Hop là, ici. Nouvelle page, et que je vais appeler Style. OK. Parfait. Donc, Style Guide, ici, c'est là où je vais créer ma structure, donc mon design system dans Webflow. Donc là, je vais pouvoir faire pas mal de choses. La première chose que je vais faire, c'est importer mes fontes. Okay. Dans notre cas, on va travailler, je ne vais pas avoir le design sur mesure, ou alors j'apporte la fonte. Ouais, je pourrais apporter la fonte. Allez, on se le faire rapidement. Trop rapide pour l'ordi, il galère un peu.
Of, il est là. OK. Le fichier en Finder. OK. Là, hop, petit tips rapide. Comme ça, on n'importe pas toutes les fontes. À aucun moment, j'utilise le Sim, le Light, etc., le Airline. Il me semble que j'utilise que le Medium, Light, et ouais, on va prendre. Donc, je retourne dans le flow, je vais aller dans Project Settings. Ok, ça marche. Font. Je vais uploader des fontes, et donc là, je vais simplement récupérer ce qui m'intéresse, moi. On va prendre Light, Medium, Regular et un Bold. Ok, je vais me les mettre sur le bureau pour les retrouver. Parfait. Normalement, je recommanderais de les transformer, de les passer en WOF, etc. Mais je pense que j'en ferai une capsule du Wiki Webflow. C'est quelque chose qui est assez court, mais qui demande à simplement être optimisé. Hop là, on rajoute le même nom à chaque, de sorte à ce qu'ils soient regroupés sous la même ligne dans l'interface de Webflow. On est bien en light pour light, bold pour bold, medium pour medium, et regular, donc normal pour regular. Parfait. J'ai ajouté mes fontes, c'est nickel. Je retourne dans mon designer. Et je retourne sur ma page Style Guide. Alors, avant d'aller plus loin, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre body. Alors là, il y a plusieurs approches. On avait un live sur ça, sur la manière de bosser en responsive ou autre. Mais dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est que pour cet exemple, on va bosser en pixel. Ok. Il y a un live qui traite donc, la méthode VW avec les EM, etc. Là, je pense que ce serait un poil trop technique à ce niveau-là. En soi, le projet complet va être développé avec des VW et des EM. Mais pour notre présentation, j'ai pas envie de vous perdre avec cette méthode de taille de typographie. Donc, pas de REM, non. Je pourrais utiliser le REM. En soi, on pourrait utiliser le REM. Simplement, ce que je vais faire, c'est que je travaille depuis ma font size du body. Mais en soi, on pourrait utiliser le REM. Hein. Techniquement, le REM étant de 16 pixels, en fait, la base du REM étant de 16 pixels. Le REM, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est en gros, c'est la taille de typographie qui se base sur la taille du navigateur. Et par défaut, les navigateurs sont en 16 pixels. Donc, lorsque je mets un élément de texte, on va dire un texte, voilà, et que je lui dis ici, tu fais de REM, en fait, il vient chercher la valeur par défaut du navigateur et il vient la mettre ici dans mon élément. Donc, techniquement, en fait, il oublie tout ce qui est parent, etc. Il oublie le body, il vient directement chercher dans le navigateur. Donc, je pourrais faire ça. Là, je pense que c'est pareil. C'est un poil trop technique. On fera peut-être un live sur les unités, comment elles fonctionnent, etc. Et puis, je vous montrerai des petites unités cachées. Mais là, l'idée, je pense qu'on va partir sur du pixel pour faire quelque chose d'assez simple pour démarrer. Donc, je reprends mon body. Dans mon body, ici, je vais donner un style à mon tag body. Donc, pour toutes les pages. Donc, je veux que toutes les pages elles soient en TT-OV, ok, au moins un normal, et qu'ils aient un 16 pixels. Ça correspond à quoi? Dans mon design system, j'ai mon niveau de texte qui est mon niveau de texte par défaut, qui est mon body ici. Ok. Cet élément-là, il est en 16 avec ici un interligne de 20. Okay, c'est mon élément par défaut. Il est même en médium, donc il faudra que je le passe en médium. Et il sera en blanc. Donc là, 16. Ici, je vais mettre un line 8 de 20. Et je vais utiliser plutôt un système d'interligne en tiret, en coefficient. Donc moi, je voudrais que mon interligne soit au moins de 1,4. Okay. Je vais faire 1,4 fois 16, la base. Donc ça fait 22,4. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire que mon interligne sera toujours de 1,4 fois la taille du texte. Même si demain je passe à 60 pixels, on aura toujours un interligne qui est propre et régulier. L'approche pixel peut être intéressante pour l'approche du 8 point system grid. En fait, l'approche pixel et l'approche REM, comme les REM est en 16 pixels aussi, en soi, on pourrait avoir, on n'aurait pas forcément trop de problématiques, Gitouness, mais simplement ici, je la trouve plus simple pour démarrer. Et est-ce que je vais utiliser Client First pour ce projet-là? Non, pas directement, mais j'en parle à la fin, lorsque je fais mes petits tips, mes recos de système de classe, etc. Et voilà, dernier élément de Field Suite sorti. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et
voilà, exactement. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à ajouter aussi mes couleurs. Ok, on se souvient que j'ai ajouté dans mon style guide ici des couleurs. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà rajouter ces trois-là. Donc là, j'ai besoin de mon texte blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une couleur blanche. Et je l'ajoute ici. Ça, ce sera blanc. Okay. L'avantage de faire ça, c'est que si demain, mon client, moi-même, je me dis, le blanc, c'est un peu trop blanc, la phrase bateau, mais le blanc, c'est un peu trop blanc, j'aimerais qu'il soit un peu plus foncé, qu'il tire vers le gris clair. Ok, j'ai juste à le changer ici, et tous les éléments que j'ai affectés à cette couleur blanche vont devenir gris clair. Donc c'est très intéressant. Ça évite de tout devoir changer à la main. Et on a dit medium. Ok. Bon, parfait. Et ce que je vais mettre, c'est mon fond. Mon fond, il est en noir. Et le noir, c'est un 1-1-1. Donc j'ajoute là encore. Ce sera noir. Parfait. J'ai fait ce que je voulais ici. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter des éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire une section. Donc là, le raccourci que je viens de faire, c'est commande E. Il existe aussi avec commande K. Euh... commande K pour les gauchers. Je vais créer une section et ça va simplement être ma section Style Guide qui va regrouper le tout. Voilà. Et on va se mettre ici à 48. Voilà. Parfait. Parfait. Et maintenant, je vais simplement empiler les éléments. Donc, l'idée, c'est pas du tout de faire ce que je vais reproduire. Faites un design quand même sympa parce que c'est une page où vous allez revenir souvent, donc autant l'apprécier. Alors, le premier élément que je voudrais, moi, c'est donc hop, ici. Automatiquement, il récupère la fonte. Parfait. Donc là, ce que je voudrais, ce serait d'abord les niveaux de titre. Okay. Ensuite, donc ça, je peux le dupliquer. Voilà. Et ça, je vais l'appeler Style Guide. Moi, je mets toujours SG. Une fois que je suis rentré dans un élément, c'est une approche un peu différente du client first, mais c'est le même principe. Une fois qu'on est rentré dans un élément, on vient légèrement abréger. C'est simplement pour moi, pour m'y retrouver. Voilà. C'est parfait. Donc ça, c'est mon niveau de titre. Donc ça va être un H1. Et en dessous, j'ajoute un H1. Donc là, j'ajoute un titre de niveau 1. Ok. Je vais même le mettre dans une div, histoire de les regrouper et de les dupliquer rapidement. Ok. Et on est 5. Ça, ce sera mon H5. Ça, ce sera mon H... non, pas du tout, ce sera mon H3 et mon H2. Voilà. H6. Okay. Pareil ici, cet élément-là, c'est un H2, puis ça, c'est un H3, et ça, c'est un H4, et ça, ce sera un H5. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que ces éléments-là, il va falloir que je les design. Donc, je vais reprendre mon design system dans Figma, et je vais l'adapter maintenant à Webflow. Donc, la chose à faire, c'est que je vais juste aller chercher ici, ok, ils sont là, H1, on est en 64-64, et on est en medium. Ok. Donc, je les prends ici. Je vais non pas créer une classe H1, je pourrais, l'idée, c'est pas de faire ça, c'est que tous mes H1 sur le site, automatiquement, prennent le style que je vais donner. Donc, pour ça, je vais aller chercher le HTML tag. Ce HTML tag, ici, par défaut, il a une marge en haut et en bas. Alors, par défaut, moi, j'enlève toujours celle en haut et je laisse celle en bas. Parce que forcément, en fait, si mon titre est le premier élément sur ma section, par exemple, je n'ai pas forcément une marge en haut. Ça, je vais pouvoir la gérer indépendamment. Donc, j'essaie de toujours travailler avec la marge en bas. Ça, c'est ma manière de bosser. Mais voilà, c'est libre à chacun de le faire. Je ne sais plus combien je mettais en dessous de mon H1. Il est ici, je mettais 32. Voilà. Et donc là, TT Ov, non pas en bold, mais en medium, on est en 64. Et là, la height, comme c'est la même, c'est un tiret. On est en blanc. Okay. On voit bien que c'est ici, on a le petit triangle, donc ça veut dire que c'est inscrit dans ma swatch, dans ma palette de couleurs. Donc ça, on est bon. Parfait. Et bien, même principe, tous les H2, 0, et les H2, je ne sais plus combien ils sont. Je crois que c'est 32 aussi, ouais, parfait. Ok. Là, je mets un peu de temps parce que je parle en même temps, mais en soi,
1 heure, on a un style guide qui est posé, qui est très solide et qui nous permet d'avancer bien plus vite après. Attends, je reprends ta question juste après, Guitounès. Je veux juste pas me perdre. 32-32. J'ai un doute, mais je crois que je me suis planté. Ah bah oui, voilà. Et l'erreur ici, c'est pas 48, on met un tiret. Fait le H4 pour tous les H4. Les gars, vous n'êtes pas trompés de session Twitch. Je suis pas sûr de comprendre. Je sais pas qui a écrit, mais. Qui est-ce qui a écrit avec le compte de Code France là 24, 24. Il est bien 16h, ouais, c'est vrai, c'est dans le créneau. C'était prévu depuis la semaine dernière. Bon, je sais pas trop de quoi on parle. 24, 24, ça c'est bon. Et ici, H5. 20, 20. Donc tous les H5. 20. Ok, ok. Je me suis encore planté ici. Voilà. Parfait, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Donc ça c'est mes niveaux de titre. Bon, ça c'est tout bon. Il y avait Thibaut qui devait faire un striptease normalement. Ah, bah, j'étais pas au courant de ça, moi. Il n'était pas marqué sur le planning. Alors, non, bah, je sais pas. Bon, je sais pas. Parfait, parfait. Tac, tac, tac. Niveau de titre. Je le reprends, je le rajoute à la fin. Je vais simplement lui faire parler. 32. Et là, je vais en profiter. Je vais ajouter maintenant les niveaux de texte. Non. Bon, on l'a vu pour les textes, je vais passer aux couleurs, ce sera plus simple. Ça ne va pas perdre forcément trop de temps. Cette fois-ci, là, je vais ajouter une grille, simplement pour trier mes couleurs. Et on va prendre une grille avec 8 colonnes. On n'a pas besoin de perdre 8. Yes, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Et à l'intérieur de cette grille, 8, je vais ajouter une div. Et donc cette div-là, ça va être la couleur. Donc on va l'appeler PSG couleur. Ok. Et c'est bon. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et à l'intérieur, voilà, c'est ça que je cherchais, je vais mettre un texte. Ok. Et on va juste mettre le texte en bas, à droite, à gauche. Centré en bas comme ça. Parfait. Et une taille minimum de, on va dire, de 64 pixels. Beaucoup 64 pixels. Enfin, c'est même beaucoup en fait, en se parle. Ok. Et en gros ici, je vais mettre mon dièse. Ouais. En gros, là, ce qu'on va faire, voilà, c'était peut-être pas hyper clair, mais ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va ajouter les couleurs. Donc, au moins les couleurs principales, on va pas faire toutes les déclinaisons, etc. On n'a pas forcément besoin. Mais au moins les couleurs. Et je vais simplement les regrouper ici et les enregistrer dans ma swatch. Et vous voyez, par exemple, rien que la première, donc là, on va commencer. Je vais la dupliquer. Voilà. Parfait. On va commencer. Ici, je vais ajouter juste une variante blanc. Là, l'idée, c'est pas de les réutiliser pendant l'enregistrement des couleurs, il se fait pas par la classe, il se fait par les swatchs qui sont ici. Donc là, je vais juste dire ça, ce sera en blanc. Ok. Et ce texte-là, du coup, je vais le passer en noir. Ici, c'est un FFF. Ensuite, ben ça va être noir.
Tac. Et le noir, c'est un dièse 1, 1. Ça, c'est déjà les couleurs qui sont préenregistrées. Hein. Okay, on les voit ici. Et le fond est de noir. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme couleur? On avait notre gris. Les couleurs, elles sont ici. Notre gris qui est en 1D, 1D, 1D. Ouais, en fait, souvent, c'est ça. C'est la méthode. Alors, soit tu mets un tiret, soit t'en mets deux. Je préfère en mettre deux. Parfois, je les oublie, j'en mets un. Ça se trouve, j'ai fait l'erreur après. Ouais, voilà. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir ton élément. Donc ça, c'est la méthode BEM, en fait. Tu as ton élément, tu as son enfant, comme ça. Donc là, on est sur style guide couleur. Et on a une variante qui est le noir. Okay, comme ça, j'ai toujours toutes les couleurs qui sont la bonne base. Et ici, j'ai ma variante noire. Voilà. Et donc là, on va faire gris. Et donc gris, c'est un background en 1D, 1D, 1D. Et je l'ajoute, et ça va s'appeler gris. Ok. 1D, 1D, 1D. Ok. On va ajouter quelques couleurs aussi. L'introduction, c'est... Voilà. Là, cette fois-ci, je vais les nommer par leur difficulté, mais intro, ça va être... parfait. J'ajoute introduction. Ok. Voilà, parfait. Ça, c'est bon. Fondamentaux. Fondamentaux. Mince. Fondamentaux. Ok. Bon, ça, c'est un petit peu répétitif. Je pense que vous avez compris, grosso modo, le principe. Je vais en rajouter juste une. Medium. Parfait. Et les médiums, donc c'est bien ça, c'est ici. Voilà, très bien. Alors attention, par exemple, là, moi je vais être un petit peu embêté dans mon design. C'est que, voilà. Dans mon design, c'est qu'en fait, ici, dans les couleurs que je peux enregistrer, je peux avoir que des aplats. Je pourrais pas avoir, par exemple, un dégradé spécial. Si je voudrais un dégradé, vous voyez ici, je pourrais pas l'enregistrer comme étant une variation de couleur. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je refasse mon dégradé à chaque fois. Donc là, pour ça, l'intérêt, c'est plutôt de créer des éléments, des symboles, et que l'on vienne les utiliser comme ça. Donc là, je peux enlever ça, et ça, et ça. En fait, en venant voilà, construire mon styling comme ça, je gagne du temps. Alors certes, au début, j'ai l'impression d'en perdre, parce que je passe du temps, et je peux faire un dégradé en utilisant les couleurs que j'ai définies normalement. Tu me mets le doute là, mais si je choisis la couleur qui est là, oui, voilà. En fait, ici, la couleur, elle est directement sélectionnée. Genre, voilà, noir et intro, par exemple. Donc ça, ce serait possible. Donc ça veut dire que, certes, je pourrais pas enregistrer le dégradé en tant que tel, mais oui, en effet, je pourrais avoir une classe, et si jamais mon médium devient rouge, parce que là, tous les dégradés qui contiennent médium deviendraient rouges. Donc c'est déjà ça, en effet. Et donc l'intérêt, c'est que, par exemple, je me dis, Théo, ton blanc, il est trop blanc. Ben, pas de souci. Mon blanc, il va devenir gris. Et là, on voit que tous mes titres à gauche, ils deviennent pareil, plus gris. Ou si je me dis mon blanc, j'ai rien qui soit rouge, bon, bah, tout ce qui est en blanc est considéré comme maintenant rouge. Donc, le fait de rendre le tout global comme ça, on gagne énormément de temps sur la moindre modif du client. Et on sait que les clients, entre nous, parfois, ils peuvent être un petit peu payés. C'est parfois, hein, pas tous. Je vais me mettre à dos tous mes clients. Yes, c'est la fin de ma carrière. En gros, voilà, là c'est le principe du style guide. Donc là, je vous laisserai après décliner. On va faire les différents éléments, etc. Je n'ai pas envie de vous perdre non plus. Donc, on va passer à autre chose. On va simplement venir construire un élément. Okay, donc, je vais juste voilà, rajouter une section en dessous. Voilà, que je vais appeler également section style guide.
Et à l'intérieur, on va venir faire un élément. Okay. Simplement pour voir le principe de symbole. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est cet élément-là. Donc, hop là, je vais me créer une grille à l'intérieur. Ma grille, c'est une grille normalement de... je crois que c'est une grille de 4. On va mettre ça comme ça. Parfait. Simplement pour moi m'y retrouver. Et dedans, je vais créer donc une div. OK. Cette div-là, ça va être ma card. Va vous donner l'élément que vous voulez. OK, ma card. Qu'est-ce qu'elle a, ma carte de spécial? Première chose, eh ben, elle a un padding de non seulement, donc elle a non seulement ici un décalage voilà, par rapport au reste, donc là de 12, mais elle a un padding ici de 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un padding de 2 et pour l'élément qui est ici, je mettrai un padding de 10. Donc ma carte, elle a un padding de 2. Voilà, partout. Elle a un fond qui est en gris. OK, ça c'est bon. Et ce qu'elle a, c'est en plus de ça, donc on a dit une partie, donc une autre div à l'intérieur qui est ma div card info, qui elle aura un padding en plus donc, de 12 moins 2, donc 10, et un padding en bas de 16. OK, donc ici 10, 10, 10 et 16. OK. À l'intérieur de ça, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ici alors, un élément. Soit je le fais en mode rond, soit je le fais en mode visuel. Ce ne serait pas très très long à le faire en mode rond. Je pense que je pourrais le faire. J'ai prévu un visuel, donc on va le faire avec le visuel. Et ici, on va se regrouper. On va avoir card difficulté. Difficulté. Parfait. Et ça va être du flex et aligné comme ceci, ferré à gauche. À l'intérieur, j'ai une image. Chaque fois, je fais mon commande R. Donc là, c'est très abstrait, mais j'ajoute un élément, image, et j'ajoute un élément, texte. Bloc, voilà, il est ici. Mon image, je viens importer. Choose an image. Parfait, difficulté, elle est là. Et mon texte, ça va être medium. Ce qui vous entendre un truc en fond, c'est pas mon ventre, c'est mon chat. Qui vit sa meilleure vie. Donc ça, c'est bon, médium, ok. Ce médium-là, on est sur normalement le dégradé. Donc là, je pourrais le faire, mon dégradé, qui va de médium vers... sauf que j'ai pas enregistré la couleur, mais c'est pas grave. Qui va de médium vers avancé. Et j'ai le fond ici. J'ai oublié en plus ici, j'ai un petit border radius de 3,54 qui est une erreur, qui sera de 4. Donc j'ajoute un petit border radius. Il manque des choses en bas. Voilà. Border radius, là, 4. Voilà. Mon image ici, ça va être la card. Yes. Soit card, soit ici, je pourrais encore descendre et dire ça, c'est ma difficulté visuelle. J'ai aussi très mal écrit ça. Difficulté visuelle. Qui, elle, va avoir, par exemple, mon décalage ici. L'idée, c'est pas d'avoir une classe pour tout. Par exemple, ici, ça, je vais y revenir juste après, dès qu'on aura fini la carte. Mais l'idée, c'est que, par exemple, tout mon élément ici, je l'appelle difficulté. Mais je pourrais très bien lui donner à lui la valeur de texte. Donc, la valeur de, ben ça, c'est un régular en 12-12, etc. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dire, ça, c'est 12. Non, ça, c'est le visuel. Je vous dis n'importe quoi. C'est carte difficulté ici. Donc, je vais dire, lui, 12, 1. Et on va mettre médium. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Et en plus de ça, on a dit donc ce visuel, il avait 12. Okay. Une marge de, à droite de 12. OK. Ça, c'est bon. En dessous, j'ai quoi? Ben, j'ai mon titre, en fait, mon élément. Donc ça va être un texte. Voilà, qui prend directement les bonnes infos, 16-20. Voilà. Parce qu'on l'a affecté au body. Donc là, on gagne du temps. Je vais simplement copier le texte.
OK. Et en dessous, j'ai, donc en dessous de carte info, dans ma carte, j'ai un visuel. C'est pas un visuel, c'est une image du coup. Ce sera mon image. Tchouk, tchouk, tchouk. Ce visuel ici. OK, parfait. OK. Qui ça sera carte visuelle. Cette carte visuelle-là, je lui dis, tu prends 100% de la place. OK. Donc ça, c'est tout bon. Et en hauteur, je crois que je l'ai limité en hauteur. La frame, elle est à 135 de haut. Max, 135 pixels. OK. Là, le problème, c'est que c'est déformé. Je ne veux pas que ce soit déformé. Donc en fit, je passe en mode cover. Et voilà. Card ici. Je ne suis pas sûr qu'il soit passé le... Ah non, là, ça me semblait 4 pixels. Voilà. Et voilà, là j'ai créé ma petite carte. J'ai un problème d'espacement ici, donc ça je vais simplement le rajouter. Ici c'est 16, donc c'est en dessous de la difficulté. Donc c'est la difficulté qui va le prendre, qui va ajouter de l'espace. 16 pixels. Et voilà, ma carte est ajoutée. Donc là maintenant que ma carte est faite, je pourrais directement lui faire l'ajout de, comment dire, de l'animation, etc., du petit hover. On peut en faire une très rapidement. Là, je vais faire une animation très simple. Si on veut faire la véritable animation, celle qui, en gros, lorsque je survole, vient mettre en opacité réduite toutes les autres et vient faire afficher le bouton. Donc ça, ce serait une animation en mouse over et non pas juste en un état over, parce qu'on a besoin d'animer les autres éléments. Donc pour ça, on va passer par les animations ici. Mais dans notre cas, pour card info, je vais mettre un état de hover, et l'état de hover, c'est simplement un petit border de 1 pixel en blanc. OK. Là, la problématique, non, pas pour card info, pardon, j'ai dit des bêtises. C'est pour la carte complète. Carte complète, hop, voilà, over, 1 en blanc, OK. Alors, là, déjà, en faisant ça, on va remarquer un truc, c'est que déjà, il y a un saut, il y a un léger saut, il y a un décalage, etc. Et c'est un peu brutal. Pour régler ça, c'est qu'en réalité, mon élément, il fait tant de pixels, et d'un seul coup, je rajoute un bord, donc il fait tant de pixels en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur la carte de base, je vais mettre déjà un fond qui sera blanc, mais en opacité à 0. Donc ça, il a déjà un bord, une opacité à 0, et lorsque je viens de survoler, eh bien, il n'a pas ce décalage, il vient simplement passer de blanc 0% à blanc 100%. Et en plus de ça, pour avoir un peu de transition, je vais mettre ici une transition de type toutes les propriétés, avec du easing, très bien, comme ça, moi, ça me parvient, ça me plaît tout à fait, et je vais mettre un petit curseur pointeur. Pause, 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 c'est encore moi. Le replay te plaît? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner, et sans doute de te refaire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors je parle du like là évidemment, pas du café. Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et voilà. OK. Ça fonctionne bien, c'est nickel. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir le réutiliser sur toutes les autres pages. Alors pour ça, rien de très compliqué. Je vais faire clic droit sur mon élément. Je vais faire créer un symbole et je vais l'appeler card. C'est mon symbole. Maintenant, ce que je voudrais, c'est l'ajouter sur donc, la page Home, par exemple. Et déjà, on se rend compte que comme j'ai stylisé le body, forcément avec un fond blanc, avec du texte noir, etc. En gros, directement, il a pris les propriétés. Ça, c'est grâce au tag. Si maintenant, dans cette page-là, bon là, ça va être très brutal, mais je voudrais ajouter cette carte, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans les symboles et de cliquer pour ajouter la carte. Bon, ben là, évidemment, elle a pris toute la largeur, donc c'est très, très moche. L'idée, c'est que ce soit quand même adapté au design. Mais bon, là, directement, ça s'est ajouté. Okay. Si je veux la conserver comme ça, parce que je n'ai pas besoin de la modifier, bah, je reste avec un symbole. Et à chaque fois que je viens modifier ce symbole-là, si demain, par exemple, ici, le titre change, alors là, c'est un autre cours hein, sur les symboles, etc. Là, si je rentre dans mon symbole de type TXT, par exemple, sur l'autre page ici, il a changé également. C'est le principe du symbole. Ça marche avec le contenu comme avec la forme. Moi, l'idée là, c'est que, par exemple, le symbole, je ne peux pas l'ajouter dans une
dans une collection list. Donc là, l'idée, c'est que les tutoriels, ils arrivent du CMS. Donc je veux utiliser le design de la carte, mais je ne peux pas l'utiliser en tant que symbole. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, je vais créer ici une carte. Par exemple, ça, je peux vous le montrer vite fait, on a un peu de temps. Voilà, de toute façon, ils n'enchaînent pas direct derrière. Tutoriel, ok, je ne vais pas ajouter d'éléments, je ne vais pas ajouter de champ, je vais simplement créer un système. Si ici je dis que je veux une collection list, qui soit la collection de tutoriels, okay, à l'intérieur, je voudrais mettre ici ma grille, ma carte, pardon. Donc, carte. Vous voyez, je peux déjà, là je gagne du temps, en faisant mon commande E, commande K, je viens dans mon élément de recherche, donc je peux taper texte, etc., l'image, ce que je veux. Et je peux aussi chercher les symboles. Donc là, je peux prendre symbole. Et il me dit, non, je ne peux pas mettre de symbole dans une collection list. C'est normal, en fait, je ne pourrais pas venir dire à mon symbole, tu prends tout le style et tout le contenu de tous les symboles et tu viens simplement réécrire le titre, etc. C'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter à côté. Alors, je vais le déconnecter. Pas du tout comme ça, ici. Donc là, je fais un link instance et je viens le mettre dans ma collection item. Et donc là, il va bien créer mes éléments. Si je leur donne un style un peu plus sympa, avec une grille par exemple. Là, je donne pas de classe, il ne faut pas prendre d'exemple sur moi. Mais et voilà, là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que je voudrais. Okay. Voilà, là, je vais pouvoir dire maintenant, ce texte-là, il vient du titre du tutoriel, ce truc-là, c'est la difficulté, etc., etc. Voilà un petit peu comment le symbole peut être utilisé. Non seulement pour importer un symbole tel quel, mais aussi pour faire un copier-coller rapide entre mon style guide et ma page. Voilà, je reprends mes notes rapidement. On va s'arrêter rapidement là-dessus sur le style guide. Donc, style guide sur Webflow, etc. Ouais, styliser le plus tôt possible. Je vais juste vous montrer une slide qui, je pense, sera un peu plus explicite. Voilà. En gros, lorsque vous allez travailler avec le style guide et avec un démarrage de projet Webflow, on va essayer de toujours faire la chose le plus tôt possible. Donc là, par exemple, moi, je voudrais que toutes mes polices soient en blanche sur mon site et toutes les pages aient un fond noir. Je ne vais pas aller sur chaque page pour créer une classe pour mon body ou une div, même pire, pour lui dire, écoute, tout ce qui est à l'intérieur, c'est en blanc et c'est un fond noir. Je vais le faire directement avec le tag body. Et une fois que je fais ça, toutes les pages ont ce fond-là, ont cette couleur-là. Pareil avec directement ici, venir pour une section, dire il y a un fond pour une section. Souvent ça arrive, on a un fond de site qui est blanc et on a un bandeau qui est vert, qui prend toute la largeur. Donc ça, c'est ma section. Le container, lui, il a plutôt un rôle qui est unique, c'est d'avoir une max width, en fait, d'avoir une taille maximale, de sorte à ce que lorsque les écrans sont trop grands, eh bien, le contenu s'arrête, il ne vient pas aller le plus grand possible. Et ensuite, on a nos wrappers. Comme là, par exemple, moi, j'ai fait ma carte, qui est considérée comme un wrapper, et à l'intérieur, je mets un titre, j'ai mis une difficulté, j'ai mis un visuel. Bon. Pour toujours penser à styliser le plus tôt possible. Par exemple, si je reviens rapidement, par exemple sur de la difficulté, est-ce que j'avais réellement besoin de créer une classe pour mon texte qui disait ce texte-là, il est en 12 avec un fond de couleur, etc. Maintenant, ça, je peux l'avoir pour la difficulté qui est ici. Et j'aurais même pu faire mieux, c'est que j'aurais pu avoir un texte classique comme ça et dire carte difficulté médium, par exemple. Et dire, carte difficulté médium, c'est comme ça. Je le duplique, juste pour l'exemple. Carte difficulté, on va dire fondamentaux. Et fondamentaux. Tac. Du coup, j'ai pas besoin de modifier tous les textes, etc. Là, j'ai simplement la classe du parent où je lui dis, tu prends la couleur et tu prends le style que je t'applique. Ok. Ça va gagner du temps. On essaie de toujours penser à la scalabilité du projet. Alors, je vois qu'il y a des points de la question. Tu es team bordure de la même couleur que le fond de ta carte ou plus transparente pour le hover? Ou plus transparent pour le hover avec la bordure? Non, je la mets transparente. Je la mets transparente comme j'ai fait là. La bordure, en fait, elle existe, mais elle est juste transparente. Et en fait, si je la mets de la couleur du fond, par exemple ici,
comme j'essaie de toujours avoir 2, 4, 8, 12, 16, 20, etc., les rapports de 2, 4 ou 8, si j'ajoute ici une bordure de 1 pixel qui est la même couleur de ça, de 1, il me semble que les borders radius sont pas aussi beaux. Et en plus de ça, du coup, ici, c'est-à-dire qu'il faut que je prévoie, là j'ai mis 2 pixels, mais si je voulais vraiment tu vas avoir une autre ligne, c'est-à-dire qu'on a 2 pixels plus une ligne de contour, donc ça nous ferait 3, bon, un petit casse-tête à calculer. Alors que là, comme elle est invisible, on ne la voit pas, ça me plaît. Mais vous allez vous dire, Théo, il est pénible avec ces détails. Mais voilà, c'est ma manière de bosser. C'est pour ça que ce soit plus simple à décliner par rapport aux typologies de tutoriel. Ouais, c'est ça. En fait, là, en pensant le tout plus tôt, on vient directement penser au projet global et après, c'est beaucoup plus simple. Tu préfères détacher les symboles quand tu veux mettre du CMS. Ouais, parce que du coup, les symboles ne peuvent pas être ajoutés dans un élément collection list. Donc forcément, je vais être obligé ou de prendre un copier-coller, ou de mettre une fois un symbole et de le détacher. Et comme ça, j'ai au moins les bonnes classes, j'ai tous les éléments, etc. C'est plus pratique. Petit gain de temps, quoi. Je reprends les questions. Là, les fils, comme la bordure ajoute de la matière, il y en a qui préfèrent utiliser la même couleur que le fond et réduire de 1 pixel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les deux approches. Mais en gros, ouais, moi, je mets ici un petit truc, un petit élément, on peut dire plus simple. Le diable se cache dans les détails, toujours. Dans le design, on essaie de faire les choses propres, donc là, on essaie de faire ça bien. Eh bien, merci pour le raid Oniri. Alors, j'avoue, je ne connais pas Oniri, mais salut Oniri, salut les viewers, salut tout le monde, bienvenue sur Webflow et sur Figma, pour apprendre un peu à passer de Figma à Webflow. Voilà, grosso modo, hop, que je reprenne un petit peu mes points. Donc, on a aussi un autre point qui est important et qui n'est pas lié à du design. C'est-à-dire que là, nos pages, elles vont être... on a créé une page Style Guide et on va à un moment la publier. Parce que forcément, on voudrait montrer ou à notre client ou on voudrait nous-mêmes avoir à un moment une version en pré-prod. Pas de souci. Par contre, pensez à désindexer. Il ne faudrait pas que cette version en pré-prod, en développement, arrive dans les résultats de recherche. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les Project Settings ici. Je vais aller dans SEO ici. Et je vais déjà désindexer le projet en sous-domaine, donc sur le webflow.io. OK. Ce que je pourrais faire aussi, c'est ajouter les robots.txt. Donc ça veut dire que lorsque le projet va être mis en ligne, je vais potentiellement vouloir garder mon style guide parce que je vais ajouter des pages au fur et à mesure de la vie du site et je voudrais donc ajouter des pages. Mais je ne veux pas que ma page style guide soit référencée comme ma page à propos ou comme ma page boutique ou produit. Donc pour ça, je vais devoir ajouter. Pour ça, ça se passera, je vous donne le petit tips maintenant, mais ça se passera au moment de la mise en ligne, donc lorsque vous ajouterez un site plan, un hébergement sur votre projet. Et donc ce qu'on viendra faire, c'est qu'on viendra ajouter du code. Alors, ce code-là, je vais vous le mettre, on va se mettre ici, sur le design system. Voilà, je vais simplement copier ça. Et je vais me mettre ici sur un écran parfait. En gros, si vous voulez désindexer une page toute seule, vous allez ajouter donc cet élément-là dans le robot.txt. Donc c'est ce qui est ici. Ici, vous aurez un champ en dessous. Vous viendrez ajouter ceci, avec ici ma page name. Donc là, on ne vient pas prendre la racine du site, on vient simplement mettre l'extension. /styleguide. Okay. Si tu peux reprendre la question du haut pour le titrage avant de finir là. Oui, yes, je me la mets de côté. N'hésite pas à me reping si je commence à te dire c'est tout, au revoir, merci. N'hésite pas à me harceler. Voilà, donc ça c'est pour désindexer une page uniquement. Notre page Style Guide, elle existe toujours dans le projet Webflow, mais elle n'apparaîtra pas dans le crawl des robots de Google, etc. Donc elle n'apparaîtra pas en référence. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on aura potentiellement une, deux ou trois pages qu'on ne veut pas indexer. Donc l'idée, c'est de ne pas indexer un groupe de pages. Pour ça, je vous montre un petit tips que je fais. C'est que je me crée un dossier. Alors là, il faut que ça charge. Voilà. Je vais ici dans mes pages, je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple noindex, pour ne pas indexer. Et je vais mettre style guide dans cette page, noindex.
Ok. J'ai potentiellement aussi des pages. Je vais créer une page. Merci pour l'envoi du formulaire. Bah, c'est horrible comme nom de page, c'est horrible comme URL, mais au moins vous avez compris le principe. On est sur une page on a rempli un formulaire, on a cliqué sur envoyer, et donc on arrive sur une page réponse. Et je ne voudrais pas que cette page soit aussi référencée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre aussi dans nos index. Ok. Parfait. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je remette dans mes project settings que ces deux pages-là ne soient pas indexées. Donc, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire ça, puis ça, et dire merci pour le formulaire, blablabla. Voilà, vous avez compris, au fur et à mesure que je rajoute des pages, ben, je perds du temps, il faut que je la rajoute, etc. C'est pas pratique. Donc ça, je vais mettre, donc ça pourrait faire un screen, désindexer une page. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désindexer un dossier entier. Et pour ça, je reprends mon petit truc. C'est grosso modo la même chose, sauf qu'on va mettre ici le dossier entre nos slash, nos index. Tout ce qui va être inclus dans le no index ne sera pas référencé. Okay. Donc là, on vient de protéger toutes les pages qui sont à ne pas indexer. Tac, tac, je vous fais un petit design sympa. On va se mettre ça en expert. Voilà, parfait. Voilà, ça, vous le screenez, vous faites plaisir. On a tout ce qu'il faut pour ne pas que nos pages structurelles soient référencées. Je me reprends ma petite note. Tac, tac, tac. Je vous ai parlé bien du stylisé plus tôt, des symboles, ouais. Je vous ai parlé de ça. Et bien, par exemple, je peux vous montrer un style guide d'une marque. Hop là, pas du tout ça. Yes, voilà. Par exemple, l'équipe, lorsqu'ils ont besoin d'éléments, ils ont besoin de communiquer sur leur style guide, leur guide du design numérique, et bien ils ont cette page-là, qui est faite avec Webflow, et qui regroupe ici le logotype avec des boutons pour télécharger les éléments de marque, okay. Leur nuancier de couleur, oui, c'est grosso modo ce qu'on a fait, hein, en beaucoup plus beau ici, je l'avoue, c'est pour des raisons de délai, mais on a par contre voilà, tout un nuancier de couleurs qui permet de travailler comme ça sur les couleurs, les différents camailleux, les couleurs de l'équipe, la typographie, voilà, avec à chaque fois les éléments à télécharger si on veut, des règles, etc. On pourra retrouver des blocs, etc., des principes graphiques. Bon. Et même ici, bon, là, ils vont plus loin, on se rapproche plus du chart graphique, mais ils vont ici vers des choses qui sont autorisées, des choses qui sont interdites, etc., etc. OK. Ça donne un exemple de style guide qui est très développé. Bon. Grosso modo, voilà comment le tout fonctionne. Donc ça, c'était le tout pour le style guide. Et si on va aller plus loin, on a vu dans un autre live la manière de nommer. Je vais vous la remontrer ici. Plus on avance dans le live, plus j'ai le nez bouché. Je vais être malade comme jamais. Voilà, c'est la méthode BEM qu'on a utilisée ici. Donc, on a notre bloc, notre card, on a notre élément qui est en fond de la card, card info, card visuel par exemple, ou card bouton. Donc là, comme ça. Card, underscore, l'élément. Et si j'ai un modifieur, eh bien, je viens rajouter à la suite, alors soit dans la même classe, si c'est viable, soit dans une classe annexe, un combo classe, on vient ajouter un modifieur comme ça. Et de la sorte, on a, comme on a fait, carte difficulté, medium, carte difficulté, fondamentaux, carte difficulté, expert, etc., etc. Et bien cette méthode-là, je ne l'ai pas inventée, hein, c'est la méthode BEM, c'est en gros adapté aussi avec le client first. Le client first, je vous le montre, je reprends le petit lien qui est ici. Alors, non, c'est pas ça, c'est juste celui-là. Voilà. Donc, finsuite.com/client-first. Et qui, en gros, est leur système de style, de nommage de classe pour venir créer des pages. Okay. C'est comme ça qu'ils viennent avoir, donc, comme il l'explique ici, des classes qui ont un sens, qui sont récupérables par d'autres personnes, qui sont compréhensibles et qui permettent de structurer un site
de manière cohérente. Okay, c'est quelque chose qui est sorti très récemment, qui fonctionne très bien. Mais ce que je recommande, c'est non seulement, certes, d'utiliser Client First, mais de ne pas forcément partir du clonable, mais plutôt d'utiliser Client First sur des projets tests ou autres, et de comprendre le principe pour l'adapter à ces projets. Ok. C'est le même principe. Bon, eux, ils sont sur un tiret au lieu de 2, etc. Mais c'est la même approche, vous voyez, hein, tiret checkbox, tiret label, etc. On a des éléments, team list, item, team list, component, etc., etc. On a une logique dans la création qui reprend la méthode BEM, mais qui voilà, la standardise un peu plus. Et on a une approche qui, bon, moi, me plaît un peu moins. C'est que dans la gestion des marges et des paddings, c'est toujours un petit casse-tête. Est-ce que, lequel vient définir la marge, etc. Moi, j'essaie d'être le plus logique en fonction de mon design, mais il y a des fois où un élément vient définir la marge en dessous, alors que, par exemple, l'élément du dessus, si on reprend juste le design qu'on avait pour, hop là, ici, je m'étais dit, c'est la partie design, c'est la partie difficulté qui donne la marge en dessous. Bon, pour ça, cette marge, je ne veux pas la standardiser, je ne veux pas écrire, je ne veux pas avoir un troisième combo classe, carte difficulté, une autre classe medium, une autre classe marge bottom de 16. Je préfère limiter le nombre de classes et ajouter ça comme ça. Voilà. C'est simplement ma manière de bosser. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de travailler comme il l'entend. Et donc voilà, un petit peu comment le tout fonctionne. Ils utilisent la même approche avec des sections, des layouts, etc., etc. Donc je vous recommande de jeter un œil. C'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué à apprendre, mais c'est-à-dire que c'est une méthode, donc c'est des réflexes à apprendre, etc. Voilà un petit peu. Je regarde l'heure, on a largement dépassé. Heureusement qu'il n'y a personne après, sinon je me ferais allumer et on aurait dû couper court. Grosso modo, que je reprenne la question. Donc là, si je me souviens bien, j'ai ma question sur le titrage. Je sais plus. Je sais plus encore sur le. Est-ce que tu as utilisé un double style pour les niveaux de titres, genre All H1 et une classe H1 pour pouvoir avoir le même affichage pour des niveaux de titres différents? Je ne sais pas si je suis clair. Non. En fait, c'est très clair. Je vais donner un contexte, par exemple. Alors, c'est. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais reprendre la maquette. En fait, ce que tu veux dire, c'est que, par exemple, ici, j'aurais un titre. Tous mes H1 font cette taille-là. Je remets juste les nouveaux commentaires. Voilà. Donc là, ça, c'est mon niveau de titre pour un H1. C'est le style d'un H1. La question, c'est, est-ce que, par exemple, ces textes-là, je leur mettrais aussi la classe H1 pour avoir la même taille de texte? Non. Pour le coup, non, parce que ça me risquerait de me perdre. L'idée, c'est pas d'avoir une classe H1 qui affecte un style H1 à quelque chose qui n'est pas un H1. C'est-à-dire que si la personne, dans la même logique que le Client First, si demain je transfère le projet à un autre designer, un autre développeur Webflow, et qu'il arrive sur le projet, qu'il se dit, OK, d'accord, donc là, je vois que ces éléments-là en bas, ils ont la classe H1, donc ce sont des titres. Pas du tout. Derrière, ce sont juste des textes qui ne sont pas considérés comme des titres. Je rappelle, une page, c'est comme un livre, il n'y a qu'un seul titre de livre. Okay. Donc il n'y a qu'un seul H1. Donc là pour le coup, pour designer ces éléments-là, qui font grosso modo la même taille, hein, si mes souvenirs sont bons, ils sont un peu plus grands, et s'ils avaient fait la même taille, je leur aurais donné une classe qui correspond à cette section-là, directement. Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'en effet, si par exemple ici j'ai un H1 qui est avec une majuscule au début de la phrase et ensuite des lettres minuscules, ça c'est all H1, donc c'est mon tag H1. Et par contre, je pourrais avoir en réécriture par-dessus une classe qui va dire all caps, par exemple, tout en majuscule. Et à ce moment-là, j'aurais en effet une classe qui viendrait réécrire en plus mon H1 pour le modifier. Donc, je préfère avoir une classe genre hero qui aura le même style que le all H1. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que du coup, par souci de clarté, si je me dis, finalement, ce texte-là, ou je sais pas trop comment le retranscrire, ouais, en fait, là, je ne vais pas répéter le tag à
un élément que je voudrais qu'il ressemble. C'est pas hyper clair ce que j'explique, mais voilà, si un élément n'est pas un H1, alors je ne mets pas de classe qui viendrait dire H1. C'est comme si j'avais créé, je sais pas, non, je n'ai pas d'exemple en fait. Je voulais me lancer dans une métaphore en faisant un exemple, mais j'ai pas d'exemple qui vient en tête. Mais voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Tac, tac, tac. Et que penses-tu de System Flow? Alors, je l'ai vu passer il y a longtemps, System Flow. J'y suis pas repassé. J'y suis pas repassé. Je crois que je l'ai jamais utilisé ce truc-là. Ouais, voilà, c'est là ouais. Ouais, non, j'ai jamais réutilisé ce système-là. En fait, c'est un système à la bootcamp. Grosso modo, enfin, c'est des systèmes qui permettent de faire des sites. À la limite, par exemple, à la limite, hop, je reviens là. C'est peut-être trop usine à classe. Ouais, voilà, ouais, par exemple, si tu reprends ton truc, un H1, Gradient, etc., c'est dans la usine à classe, alors que ton H1, il est déjà designé. Donc, tu prends juste ton H1 de all tag, et de tag H1, et tu l'ajoutes juste à une classe Gradient ou une classe all caps, par exemple. Je sais sur quoi je voulais vous emmener tout à l'heure. Je vais retourner dans les projets, et on va redémarrer un nouveau projet. Au tout début, je vous disais que j'aimais pas les templates. Les templates, en fait, je les aime pas parce que, de un, j'étais rarement satisfait par un template. Le template, dans ma vision, c'est une manière de bosser où, en gros, vous êtes débutant, vous avez besoin de faire un site, ce qui est tout à fait compréhensible, et vous souhaitez partir sur un pré-site, en fait, un site préfet, et vous l'adaptez avec vos couleurs, avec votre contenu. Bon, ok, hyper fair, je comprends tout à fait le truc. Là où dans mon approche, ça ne me plaît pas forcément, c'est que derrière, le système, il n'est pas forcément très très bien fait. Donc, je pourrais être moins embêté dans la manière de bosser. Donc, je vais être embêté sur voilà, une approche dans le développement, peut-être une approche dans le nommage des classes. Si la personne n'a pas utilisé une logique BEM ou une logique des, de client first. Si par exemple la personne elle a mis des classes H1 à des éléments qui ne sont pas des H1, ça peut être tout de suite un peu prise de tête à comprendre. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je n'utilise pas de template, mais je comprends l'intérêt. Par contre, je suis assez méfiant au niveau des templates parce que Webflow a une politique, en fait, pour ceux qui créent des templates, les créateurs de templates, où ils sont prélevés un pourcentage. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est 40%. Il y a 40% des revenus du template qui sont pris et qui partent à Webflow. Et 60% qui restent pour toi. Et derrière, tu enlèves tes taxes, etc. Bref. Ça, c'est 40% si tu publies un template. Okay, si tu commences à avoir un rythme de 20 un rythme de un template par mois, c'est quand même un bon rythme, hein, un template par mois. Dans ce cas-là, Webflow dit, OK, tu es en train de publier un template par mois, donc on baisse à 20% notre commission. Et dans ce cas-là, c'est plus intéressant. Donc forcément, la personne le créateur de template, qui va vouloir produire des templates, de sorte à en sortir un par mois pour être maintenant prélevé à hauteur de 20% et non plus de 40%. Et le fait de produire un template par mois, à moins que la personne soit complètement dédiée à ça, on va vite se retrouver avec des projets où en fait c'est un site web à vendre. C'est pas un template. Un template, il a été conçu de la sorte à proposer des variantes, à proposer des manières modulables de créer des sites avec ce template-là. Si la personne produit un template par mois, alors elle se retrouve avec juste des sites qu'elle a construits et qu'elle a fait pour des clients ou pour elle-même et qu'elle propose à la vente. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec un site qui n'est pas modulable, qui n'est pas conçu pour être malléable et donc qui va se retrouver techniquement difficile à modifier. Et donc c'est pour ça que les templates, je reste assez méfiant, surtout si la personne elle publie énormément de templates. Dans ce cas-là, je regarde un petit peu qui est la personne et ce qu'elle fait à côté. Est-ce qu'elle a une activité de freelance à côté? Est-ce qu'elle a voilà, d'autres choses à côté qui feraient que forcément elle produit beaucoup de templates, donc potentiellement les templates de moins bonne qualité. Et là où je suis un petit peu méfiant aussi, c'est que par exemple, je suis tombé sur celui-ci dernièrement. Voilà, parfait. Il va me le rouvrir. Qui est très sympa sur le papier. Si je l'ouvre dans le browser et dans le designer, voilà. Dans le browser, ça reste mon avis, mais je le trouve très très gros, le site, je veux dire. On va voir pourquoi après. Mais par contre, derrière, on a des designs qui sont cadres. Là-dessus, c'est indéniable. Le design fonctionne bien, des animations. Voilà. C'est carré, c'est propre. La contrainte de ça, c'est qu'une fois qu'on a acheté ça, donc on voit dans le cadre du template, on est débutant, on veut faire son site, super.
J'arrive là-dessus. Ok, donc là, je suis dans Webflow. Voilà. Et mince. Voilà. Et lorsque je regarde un petit peu comment c'est fait, bon, bah, ok, il y a des logiques, etc. Très bien. Il y a les différentes pages ici. On était sur la 6e landing page. Enfin, la 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va aller sur notre 5e landing page. Ici, ce qui se passe, c'est que techniquement, mon body, si je vais voir d'un seul coup, il est en VW. Ok. Déjà, on est sur une unité qui n'est pas forcément la plus simple à comprendre. On est sur une typographie qui fait 1,125% de la largeur de l'écran. Donc déjà, on remet dans le contexte, on est débutant, on démarre avec un template. On veut faire un site vite. Ah, ok, c'est quoi le VW? C'est pas du pixel. Le pixel, autant ça parle, autant le VW, c'est plus compliqué. Donc là, quelque chose d'assez technique. Je me dis, si c'est que la base et que derrière je travaille en EM, donc en pourcentage de ma base, donc pourcentage de la valeur du body, ou du moins du parent, mais ça c'est un autre sujet, il y a une vidéo qui traite de ça et dans la formation et on a un replay de live sur la chaîne YouTube, ça pourrait être plus simple. Et là, ce que je vois, c'est que mon titre H1, il a déjà un H1 title, il est centré, ok, donc ça c'est la logique un peu plus client first, mais par contre, on voit qu'on a une classe H1 ici, ce que j'aime un peu moins. Et ici, on voit qu'on est encore en VW. On n'a pas utilisé le EM. Donc, si demain, je change la base de mon body, forcément, ici, ça va bloquer, en fait. Donc, c'est des logiques, déjà, de structure en VW, etc., qui s'approchent plus d'un travail d'agence ou de développement ou de freelance euh, professionnel que de personnes qui est débutante et qui veut avoir un site malléable. Parce que là, techniquement, la personne, ce qu'elle va pouvoir faire, elle ne pourra pas changer la structure de site. L'idée, là, c'est que la personne, elle va choisir ses pages, elle va supprimer les pages ici qui ne l'intéressent pas, et elle va changer le texte et l'image. Et elle va publier. Donc, on va se retrouver dans un système où on n'a pas un template, on a un site, comme tout le monde, avec notre texte et nos images. Ce pourquoi je suis un peu moins fan. Ce qui me ramène à System Flow. System Flow et Client First, qui sont plutôt des UI kits, des systèmes qui permettent de comprendre davantage comment est conçu le code derrière et donc de nous faciliter la vie lorsqu'on va développer. Et donc, à la limite, si vous n'êtes pas forcément à l'aise à tout faire dans Webflow par vous-même et que vous voulez gagner un peu de temps, System Flow, Client First peuvent vous permettre de gagner du temps. Voilà, ce n'est que mon avis, mais ça reste, je pense, la méthode la plus optimale pour gagner du temps. C'est vraiment l'objectif. Si on veut faire la chose bien, on le fait soi-même. Pas de secret. Voilà un petit peu. Je reprends mes questions de 1 et mes notes, on avait fait le tour. Donc voilà un petit peu le sujet. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions avant qu'on se quitte, parce que je vois que j'ai déjà mangé 25 minutes en plus du live. Heureusement que personne n'est derrière. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Je vous mets un petit rappel. Vous êtes sur la chaîne Twitch de No Code France. Donc si le contenu vous a plu et que vous voulez revoir du Webflow, revoir du Figma et revoir du Bubble, du Adalo, du Zapier, des side projects, etc., de créateurs, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, ça se passe normalement juste en dessous de la vidéo. Vous avez un petit bouton. Alors, il y a abonnement et il y a les suivis. Donc, c'est le petit cœur. Voilà, vous avez. Ça fonctionne très très bien. Il y a du contenu toute la semaine. Je vous retrouverai, à moins qu'Alexis soit dans le coin et qu'il ait sous la main le petit lien du calendrier. Mais il y a du contenu tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi. À ma connaissance, il n'y a pas de contenu le week-end. Donc, vous avez de quoi vous occuper. Surtout les technos, nos codes. Et on s'éclate. Enfin, voilà, il y a toujours un peu de tout. Il y a des side projects, il y a des présentations, des interviews, il y a de tout. Donc, abonnez-vous à la chaîne Twitch de No Code France. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur LinkedIn, Théo Roland. Voilà. Ma tête ressemble à peu près à ça, avec un mur blanc derrière. Et, et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est revoir le replay. Si vous êtes arrivé en cours, si vous êtes arrivé en cours, vous pouvez revoir le replay la semaine prochaine, vendredi prochain, sur ma chaîne YouTube. Donc là encore, sur YouTube, Théo Roland, et vous retrouverez le replay. Demain, je poste le replay de la semaine dernière où on parlait de Notion, de la gestion de projet, etc. Donc évidemment, venez jeter un œil, posez des questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions intéressantes et qui feront avancer tout le monde.
Donc, bah voilà, surtout pas hésiter. Et puis, pour terminer, tac, 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 abonnement n'est pas possible. Ah oui, bah c'est ça. C'est que l'abonnement, je crois qu'il faut un compte Twitch spécial. En fait, c'est les, c'est le petit cœur en fait qui fait que vous allez suivre la chaîne, mais pas vous abonner. L'abonnement est payant. Bon, je vous la fais courte, mais voilà. Plutôt cliquer sur le cœur et ça va vous permettre de suivre la chaîne et de recevoir des notifs quand il y a des lives qui démarrent. Voilà. Quoi de prévu pour la semaine prochaine? Et ben, dans le planning, la semaine prochaine, on va parler un petit peu plus de base de données. On va parler de comment on appréhende. Donc là, on a une maquette. Ça peut être un cas concret hein, de projet Webflow. On arrive vers vous, on a une maquette et on vous demande de développer un projet. Ou alors, vous avez, normalement, si c'est votre projet, vous avez une meilleure idée de la base de données. Mais on vient vers vous, on vous dit, bon voilà, il y a cette maquette-là à développer. Dites, ok, cool. Par contre, je vois qu'il y a du CMS, je vois qu'il y a du blog, je vois qu'il y a des listes de logos, etc. Bah, tout ça, il faut le déterminer. Donc là encore, on va partir de la maquette, on va construire notre base de données dans Notion. Et ensuite, simplement pour avoir l'aspect visuel, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis ensuite, on viendra la construire dans Webflow. Voilà. Normalement, avec ça, on tiendra 1 heure et on essaiera de ne pas trop dépasser. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de No Code France pour un nouveau live inédit. Profite d'autres replays en attendant. Ciao ciao!